On reprend notre séance, les amis. Merci, Annick. Alors, nous reprenons avec le rapport 303. Et c'est Denis qui nous présente. Ah oui, un peu de mal hein, quand même. 301, ça serait bien, ça serait très bien. On était déjà sur les pistes, c'est pour ça, c'était tellement fluide que... Allez, vas-y, allons-y pour le 301 avec Thierry. Voilà. Bien. Alors, j'ai donc le plaisir aujourd'hui de vous présenter ce rapport sur la nouvelle politique cyclable. C'est une politique qui me tient particulièrement à cœur et je suis fier qu'en plus des réalisations en cours, nous ayons avec cette nouvelle politique un cap, une orientation qui nous mette en capacité d'avancer concrètement. Ce rapport, il est le fruit d'un travail associant largement, sous le pilotage de la direction des routes, la direction d'équilibre des territoires, le comité départemental de tourisme, et je remercie ici Pierre Simon pour sa collaboration. Sa mise en œuvre est transversale, elle associe également la direction des ressources humaines, le patrimoine. Il est la déclinaison de l'ambition cyclable portée par CAP25 et que nous déploierons en partenariat avec le bloc communal. Ce cap porté par ce rapport est de permettre à chacun, quel que soit son type d'usage du vélo, de le pratiquer partout sur le département. Les évolutions de l'usage du vélo sont telles qu'aujourd'hui, ce n'est plus seulement un loisir, mais un mode de déplacement plein et entier. Bien sûr, le développement touristique reste une dimension importante de cette politique, mais les déplacements du quotidien, plus utilitaires, viennent également y prendre une place importante. Donc, type d'usage par type d'usage, nous allons maintenant voir comment, à échéance 6 ans, mais à échéance aussi plus proche, et aussi avec ce qui est déjà fait aujourd'hui, voilà, comment nous allons pouvoir présenter ce dossier. Donc, le premier type d'usage qui a été identifié, c'est le type déplacement au quotidien. Donc, ce sont principalement pour se rendre au lieu de travail, à l'école, à différents services. C'est une demande de trajet sécurisée par rapport à la circulation automobile, sur des parcours n'excédant pas 10 km. C'est plutôt destiné aux résidents du Doubs et visiteurs professionnels. À leur arrivée, les personnes ont besoin d'équipements d'accueil, de stationnement, de consignes et de recharge pour leur VAE. Aujourd'hui, le département y répond déjà par des infrastructures départementales existantes. Aux abords et dans les zones urbaines, on parle par exemple de la piste cyclable entre Audincourt et Valentinier ou des bandes cyclables entre Marchaux et l'entrée de Besançon. Il y a eu aussi des aménagements avec les communes et les EPCI, tels que récemment inaugurée la liaison Champagné-Pouillé-les-Vignes ou la liaison Montbéliard-Bétoncourt, et sur d'autres communes. Il y a aussi des équipements existants sur les sites départementaux, tels que les parkings à vélo, dans nos collèges et sur nos sites administratifs. Il y a également quelques vélos électriques présents pour les agents du département. Quelle est l'amélioration dès demain? C'est de créer des infrastructures adaptées qui relient les communes périphériques dans un rayon d'environ 10 km, avec partage de voiries, bandes cyclables, portions en site propre dès que possible, qui exploitent au maximum les emprises routières disponibles. Ce sont aussi des jonctions avec nos pôles d'activité et de services, et en particulier nos sites départementaux, que sont nos collèges, CMS, centres routiers ou autres. Il faut aussi des équipements d'accueil adaptés sur nos sites départementaux, parking à vélo sécurisé, consignes et points de recharge. Alors ça peut être déjà développé sur un certain nombre de sites qui ont déjà une dynamique locale sur le cyclable, tels que le secteur de Frasnes, l'Isle-sur-le-Doubs, mais aussi où il y a des forts enjeux de mobilité, par exemple Mèche, Morteau, Pontarlier, Quingey.
Et puis aussi où le département a un intérêt particulier à agir pour des dessertes multimodales du collège. Et bien sûr, dans le cadre du projet de Bettoncourt, les études sont faites pour qu'on puisse y accéder facilement en cyclable. Il est prévu aussi une large extension de la flotte de vélos à assistance électrique de service afin d'inciter les agents départementaux à recourir à ce mode de déplacement aussi bien professionnellement mais également à titre personnel. Il y a aussi des réalisations du bloc communal qui sont financées par l'appel à projet Voies cyclables, liaison Roche-les-Beaupré-Novillard, liaison Val-d'Aour-Chanvennes et des accompagnements de communes telles que Pays-Clerval, Sensé ou Vougeaucourt. Et puis, dans le cadre de la mise en place en 2021 d'un nouveau programme d'aide au territoire, on pourra aussi continuer à inciter d'autres projets tels que sur le Grand Besançon, la liaison entre Château-Farine et Montferrand-le-Château, par exemple, et sur d'autres projets sur la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs. D'autres initiatives toujours à promouvoir pour sécuriser l'arrivée de nos enfants dans nos collèges, telles que le vélobus, pour pouvoir s'y rendre en sécurité et protéger collectivement. Et puis bien sûr, il y a les aménagements en cours et à venir de la véloroute Acte 2 et du chemin du Taco dans le secteur d'Ornans. Et à plus long terme, l'objectif, c'est de généraliser le système vélo à une quinzaine de pôles d'activité et de services identifiés dans le schéma départemental d'accessibilité des services au public. Bien sûr, poursuivre le soutien au territoire, aussi bien financièrement que techniquement. Un autre type qui a été identifié, c'est le type balade familiale. Alors là, ce que veulent les usagers, c'est de la tranquillité. Ce sont généralement des petits parcours avec faible déclivité. Et puis, il peut aussi y avoir un site qui peut être rendu intéressant parce qu'il offre sécurité et puis aussi un peu de service préalable pour pouvoir passer une journée agréable. Donc aujourd'hui, le département y répond déjà par la présence de nos voies vertes, la véloroute, il y a le chemin du train entre Pontarlier et Gillet, le chemin du Taco entre Ornans et Bonneval-Prieuré. Il y a des aménagements financés dans l'appel à projet Voies cyclables, tels que la liaison piscine de Chalzeul, véloroute à Chalaise, ou la liaison Bar-Présente-Villers qui ont été mises en service l'année dernière. Il y a aussi des événements tels que la journée sans voiture qui est organisée et soutenue par le département. Donc dès demain, pour ce type balade familiale, il y a la poursuite des aménagements de la véloroute Acte 2 entre Dampierre-sur-le-Doubs et Colombier-Fontaine et à l'île-sur-le-Doubs par la création d'une passerelle, puis le projet entre l'île-sur-le-Doubs et Appenans. Il y aura l'aménagement du chemin du Taco entre Bonneval-Prieuré et l'hôpital du Grosbois pour le rendre plus roulant. Et puis, toujours des réalisations dans l'appel à projet Voies cyclables, telles que la voie verte entre Bonal et Montagnier-Servigné, par exemple. La programmation du Slow Up sur la vallée de l'Oignon, avec nos collègues de Haute-Saône, à confirmer sur le mois de septembre. Et puis, toutes les réalisations telles que voies éphémères qui permettent de rendre la route prioritaire pour un événement sur une journée sur nos routes départementales. Et de façon plus structurante, pour après-demain, c'est avoir un volet site propre du schéma cyclable avec l'aménagement de nouvelles voies vertes. La mise en œuvre de ce schéma, à partir de 2020, s'attachera particulièrement à recenser les opportunités foncières existantes, telles que d'anciennes voies de chemin de fer ou voies de service ou voies communales, ou accotements de routes départementales. L'objectif aussi est de multiplier les événements de type voie verte d'un jour. Il faudra aussi aménager des parkings complémentaires, des équipements d'accueil, des aires de pique-nique à proximité des voies en site propre. Et puis toujours accompagner les réalisations communales, bien sûr. Troisième type de déplacement recensé, c'est le loisir, cyclotouriste et cyclosportif. Là, l'usager recherche un parcours plus diversifié, avec un petit peu de déclivité, des endroits agréables. Il peut y associer à des visites touristiques et peut parcourir plus de 100 km. C'est destiné aussi bien aux résidents du Doubs qu'aux visiteurs, les touristes.
il peut y avoir aussi un accès d'acheminement en voiture. Des équipements d'accueil sont requis pour cette pratique, équipements de pique-nique, visites touristiques. Et puis, il y a un besoin aussi de support pour préparer et suivre le parcours, se repérer avec différents moyens. Aujourd'hui, il y a déjà des itinéraires jalonnés au niveau du département. Ils existent dans la vallée de la Loue, dans la vallée du Dessoubre. Il y a des itinéraires équipés de bandes cyclables, Quingé-Arquesnan par exemple, Pontarlier et Lac-Saint-Point. Il y a les itinéraires labellisés vélo-fromage. Et puis, il y a des équipements d'accueil existants pour le stationnement et le pique-nique. Et puis, complémentairement, il y a des voies en site propre existantes. Dès demain, il sera nécessaire d'établir un itinéraire en site partagé entre le Haut-Doubs forestier, Arquesnan-Besançon, puisqu'il y a déjà la parallèle au Doubs qui fait le bas du département du sud au nord. Il y a la GTJ qui fait la dorsale du département. Donc l'objectif est de relier le sud, secteur Arquesnan vers le secteur Pontarlier, Drugeon, pour boucler la boucle du département. Il y a aussi à court terme une expérimentation de la signalétique point nœud sur certains secteurs touristiques. Alors la signalétique point nœud, vous l'avez en annexe, ça permet d'avoir une évolution et de ne pas être bloqué sur un parcours défini. C'est un système qui est issu des pays du nord de l'Europe, qui est utilisé déjà dans d'autres départements et qui permettra d'avoir plus de latitude à chaque carrefour, de décider, je dirais, l'ampleur de la promenade que l'on veut faire et de ne pas être bloqué sur un circuit absolument imposé. Et puis, il y aura bien sûr des outils complémentaires, aussi bien papier qu'informatique, pour pouvoir se promener, surtout à destination des touristes, sur notre département et par là, y redonner de l'attractivité aussi, l'augmenter. Donc, dès demain, donc voilà, c'est ce que je vous ai dit, donc les signalisations. Donc ça pourrait être mis en route sur le secteur de la vallée de l'Oignon, le long de la Haute-Saône, secteur Baume-les-Dames, Rougemont, et puis aussi sur le secteur Frasnes-Drugeon, en incluant jusqu'au secteur du Mont-d'Or. Et puis, toujours aussi des améliorations de la véloroute sur le chemin du Taco. Et à plus long terme, donc, ce système de signalétique point nœud, il est prévu de le généraliser à tout le département. Et puis, développer aussi une offre de services d'équipements d'accueil, stationnement vélo sur les sites touristiques et des établissements labellisés type accueil vélo. Et puis d'autres extensions de concepts, par exemple vélo Jurassic Tour au parc naturel régional du Doubs, horloger. Le quatrième type de déplacement qui a été identifié, c'est les déplacements itinérance. Donc l'itinérance, c'est par définition des longues distances et ça demande des infrastructures praticables à vélo dans de bonnes conditions. C'est effectué soit en vélo normal, soit en VAE, avec parfois des bagages sur plusieurs jours, avec plusieurs centaines de kilomètres parcourus. Destiné aux touristes et de passage surtout dans le Doubs. Il faut donc un service adapté à l'itinérance, de l'hébergement, du ravitaillement et du dépannage. Et puis, comme ça a été dit, les usagers ont besoin de support pour préparer et suivre leur parcours, ainsi que pour se repérer. Donc aujourd'hui, le département est traversé par la véloroute, qui est une infrastructure à haut niveau de service qui répond déjà à cet usage. Et il y a la GTJ qui permet de parcourir en site partagé les montagnes du Jura. Dès demain, ce que nous pouvons faire et ce que nous faisons déjà, c'est l'aménagement de la véloroute acte 2 entre Dampierre-sur-le-Doubs et Colombier-Fontaine, qui permettra d'éviter le village d'Étouvent qui est aujourd'hui un petit peu compliqué à passer avec une côte et une descente, et puis un parcours beaucoup plus sympathique en bordure de canaux. Donc ça, c'est la consultation des travaux est acceptée, ça va commencer dès la fin de l'année 2020. Et puis, l'étude entre l'Isle-sur-le-Doubs et Epnan, c'est pareil, remettre en site propre une portion entre ces deux communes. C'est aussi accompagner la dynamique locale des communes et des APCI dans la vallée du Doubs pour pouvoir offrir un maillage entre la véloroute
et les autres voies pour pouvoir s'y rendre. Alors sur le secteur L'Isle-sur-le-Doubs, Pays Clerval, commune des 2 vallées vertes. Et comme ça a été dit, le nouvel itinéraire entre le Haut-Doubs forestier et le secteur Arc-Esnan, Besançon, pour compléter un maillage d'itinéraire. Et à plus long terme, donc c'est l'objectif de développer des liaisons complémentaires qui renforcent le maillage des voies vertes. Il y a par exemple la liaison entre la véloroute et l'échappée bleue Haute-Saône, sur la vallée de l'Oignon. C'est aussi le développement par le département d'applications numériques qui facilitent l'organisation des parcours. Et puis le développement de l'offre de services locales, notamment des établissements labellisés Accueil Vélo, que nous soutiendrons. Voilà, suite à ces 4 types de déplacements qui cherchent à vraiment couvrir tous les besoins en termes d'itinérance et de parcours cyclables et parcours doux. Donc, il est prévu donc des investissements et une chronologie d'action. Donc, l'objectif de la chronologie, c'est d'avoir une action de fin de l'année 2020 jusqu'à 2026. Et en ce qui concerne les financements, si on reprend la totalité de ce qui est prévu, ce sont 32,4 millions d'euros prévus pour le cyclable et les modes doux entre 2020 et 2026, soit 5 millions par an jusqu'à 2026, qui sont répartis en plusieurs types. Construction de voies nouvelles en site propre pour 8 millions, sécurisation et jalonnement d'itinéraires partagés pour 8 millions, ce qui représenterait tout de même 1000 km équipés. En voie nouvelle, ça représenterait 50 à 100 km. Les animations, type voie verte, des crédits aussi. Des actions de promotion, de communication, de labellisation. Toujours un programme important d'aide en relation avec les territoires de 5 millions d'euros. Et puis, une chose importante, un programme d'équipement de nos sites départementaux pour l'accueil des cyclistes de plus de 500 000 euros et l'équipement en VAE de l'ordre de 200 vélos pour les agents de la collectivité à hauteur de 400 000 euros. Voilà, tracé le rapport cyclable qui est au-delà d'un schéma cyclable, déjà des éléments concrets, une programmation qui répond vraiment aux besoins de l'utilisateur et qui va, j'en suis sûr, créer aussi de l'attractivité sur notre beau département authentique et qui va pouvoir donc se mettre en avant aussi par le cyclable sans être tous dans une voiture. Voilà, merci. Merci Thierry pour cette présentation. Je sais que tu aurais souhaité avoir un peu plus de temps pour être encore plus explicite, donc tu en as fait une synthèse. Je passe la parole à Martine Voidet. Merci Madame la Présidente. Donc avec ces nouvelles politiques cyclables, nous avons ici un rapport qui nous fait vraiment plaisir. Vous le savez, toutes les améliorations de nature à préserver notre environnement et économiser nos ressources nous tiennent énormément à cœur. Nous ne pouvons donc que saluer cette ambition que vous nous présentez aujourd'hui en matière de politique cyclable. Arriver à 2000 km, c'est plus que la moitié de notre réseau routier et ça n'est pas rien. Je dis ambition car si nous avons souvent critiqué une certaine frilosité en la matière, nous avons cette fois un document qui est très complet. Complet parce qu'il vise tous les types d'usages, de l'usage quotidien pour aller au travail à la balade familiale, du cyclotourisme à l'itinérance, en passant par la pratique sportive. Complet aussi parce qu'il s'inscrit dans une réflexion globale à l'échelle du territoire sur une période relativement courte puisqu'on nous parle d'améliorer à l'horizon de 2 ans et de parfaire à l'horizon de 6 ans. Nous sortons d'une crise qui a montré notre vulnérabilité face à une pandémie et les transports en commun, outre le coût important supporté par les collectivités, sont un lieu où le risque de transmission de maladies est multiplié. Nombre de concitoyens, dans les pôles urbains en particulier, ont redécouvert le vélo et notamment l'évolution technologique avec l'assistance électrique qui en rend véritablement la pratique accessible au plus grand nombre.
Nous sommes aussi dans un moment où l'État, avec son plan vélo et mobilité active, ambitionne de tripler la part modale du vélo dans les déplacements du quotidien et soutient très fortement toutes les initiatives de nature à permettre la concrétisation de cet objectif. Je me suis déjà par le passé exprimée sur le sujet en commission. Il est même dommage que le département du Doubs ne figure pas déjà parmi les lauréats de l'appel à projet Fonds Mobilité Active et Continuité Cyclable. Mais mieux vaut tard que jamais, cette fois la volonté est là et le progrès est attendu. Les commentaires du compte administratif ont montré comment nous cherchons sans cesse à améliorer notre situation financière. S'inscrire dans les politiques supradépartementales pour obtenir des financements substantiels va effectivement dans ce sens. Mettre en place toutes les infrastructures et équipements est une bonne chose. Il faut en parallèle d'autres types d'actions pour encourager la pratique du vélo. Tout d'abord, le soutien aux associations qui sont impliquées dans la défense de l'usage du vélo, comme Universel dans le pays de Montbéliard qui apprend le vélo à des adultes n'en ayant jamais fait ou concourt à une plus grande aisance, donc sécurité de la pratique, comme l'association Vélo Besançon et tant d'autres. Elles ont un véritable savoir-faire, il faut prendre appui sur elles pour développer l'usage. Des actions en direction de nos collégiens aussi nous semblent importantes, car beaucoup qui résident à portée de vélo de leur collège y sont trop souvent conduits par les parents. Des actions d'encouragement en direction des agents de la collectivité avec l'instauration de l'indemnité kilométrique pour celles et ceux qui viendraient au travail à vélo et pas seulement l'aide à l'achat d'un vélo. Et puis des actions populaires, enfin, dans le cadre de la semaine de la mobilité ou des semaines du développement durable en septembre prochain. C'est des semaines qui ont lieu chaque année et il pourrait être très intéressant d'avoir des actions d'incitation, des actions de communication autour de l'usage de la pratique du vélo. Enfin, concernant les aides aux collectivités, il nous a déjà été exposé que la question des mobilités actives était examinée lors de travaux communaux bénéficiant d'aides de la part du département. Pourquoi ne pas envisager un système de bonus-malus de manière à inciter à la réalisation de projets vertueux en la matière quand les collectivités ont des projets. Et puis, c'est un petit peu le sujet de l'annexe 6, l'articulation des interventions du département et du bloc communal. Mais il faut vraiment veiller à ça chaque fois. Je me souviens, sur le territoire pays Montbéliard, la liaison qui aurait pu être continue entre Vougeaucourt et Audincourt, il manquait une petite distance qui n'a pas été réalisée parce que le département disait que c'était de la compétence de l'agglo, qui disait qu'on était sur une départementale. On a vraiment une occasion ratée. Ce serait vraiment dommage d'avoir à nouveau dans le futur de telles occasions ratées. Puis je saisis aussi l'occasion, un petit peu, je vais copier sur mon collègue Rémi, un petit peu provocateur, pour faire une suggestion. Celle de doter le Doubs d'un équipement dont il ne dispose plus depuis 20 ans, à savoir un vélodrome, qui aurait d'ailleurs toute sa place sur le pays de Montbéliard. Ça serait aussi l'occasion de faire venir le Doudé. Nous avons ici sur notre territoire des clubs cyclistes de haut niveau. Notre collègue Philippe Claudel, qui n'est pas là aujourd'hui, nous le dirait bien avec le CC Etup, mais il y a Ornans, il y a Morteau, il y a Besançon. On a vraiment des clubs de très haut niveau. Nous savons organiser des vélocross de renommée internationale. Nous avons déjà accueilli l'élite mondiale de VTT à Métabier. Compléter notre padel avec un vélodrome serait une véritable valeur ajoutée et permettrait à tous nos jeunes licenciés de parfois pouvoir s'entraîner en parfaite sécurité. Alors évidemment, nous voterons ce rapport en appelant de nos voeux des actions complémentaires pour que les incitations contribuent à convaincre les habitants du Doubs d'utiliser les infrastructures et de mobiliser les aides que vous projetez, et bien sûr les habitants d'ailleurs à venir découvrir notre beau département, l'économie touristique étant par nature non délocalisable. Je vous remercie. Merci Martine. Un des derniers points, notamment sur le vélodrome, un sujet qui a souvent été évoqué ici au sein du conseil départemental. Rémi, je pense que tu te souviens, projet vélodrome porté par une association, etc., etc. On va, si vous en êtes d'accord, donc déjà nous projeter sur ce beau schéma des mobilités avec tous les pans qui sont déclinés, avec
soutiens aussi que nous pourrons faire, mais là vous avez vraiment le cadre, l'ambition d'un projet pluriannuel à plus ou moins longue échéance qui est phasé. Bien évidemment, s'y ajouteront des actions très précises qui ne pouvaient pas être déclinées toutes aujourd'hui. Je parle de communication, je parle l'action des collégiens, il ne vous a pas échappé que c'était un pan important de ce dossier. Donc, comme nous le faisons, je prends un exemple par rapport à la semaine du goût. Bien évidemment, nous travaillerons aussi avec les collégiens et la collectivité sera fer de lance, mais il faut le faire avec eux. Je crois que c'est important de se redonner une envie d'aller de chez soi jusqu'au collège ou du collège jusqu'à son club sportif, etc. C'est vrai que c'est un petit peu des pratiques qui se sont amenuisées, sans doute aussi parce que la circulation est un peu compliquée et nous n'avons pas toujours... voilà, la sécurité est très importante, donc tout cela, bien sûr, viendra en direction de tout cela. Sur le... Semaine du vélo, ben, je pense que ça sera propice pour le mois de septembre, hein, on n'en est pas loin, donc voilà, moi je vous invite aussi avec nous à faire des propositions. C'est l'affaire de tous, hein, ce schéma, c'est vraiment l'affaire de tous, on le partage. Vous avez salué la qualité du rapport qui vous faisait plaisir, on se retrouve, voilà, peut-être pas toujours au même moment, il y a des priorités qui ont été faites, on les fait à l'instant T, et il est vrai que cette crise, cette problématique dans les transports nous ont fait aussi beaucoup réfléchir. Des sites, oui, il y en a beaucoup, il y a de grandes épreuves dans le département. Projet bloc communal, vous savez qu'il y avait déjà eu cet appel à projet qui avait très bien fonctionné. Nous devions normalement, lors de la cause de revoyure, embrayer directement avec un autre braquet concernant tout ce qui était mobilité. On le fera bien évidemment avec non seulement les porteurs de projets, puisqu'il y a déjà dans certains périmètres du département des projets qui sont pratiquement mûrs, j'ai envie de vous dire, d'autres qui auront besoin d'un peu plus d'expertise, de réflexion. Et puis écoutez, sur le soutien aux associations, je crois que nous sommes bien placés, on l'a démontré aussi ce matin, qu'il n'y avait pas de problématique par rapport aux associations. Après, c'est une politique départementale menée par le département. Il ne faudrait pas non plus qu'à contrario, on veuille faire une ingérence dans ce que nous souhaitons partager ensemble. Mais il y a moyen avec le monde associatif, me semble-t-il, non seulement de faire des opérations et que chacun se trouve à sa place en complémentarité. Je crois que là, il n'y a pas du tout de sujet. Je crois que j'ai à peu près répondu à toutes les interrogations. Sur le plan vélo national, bien sûr qu'on va aller chercher tout ce qu'on peut à chaque endroit, hein. C'est un plan qui va être important aussi, alors pas tout à fait dans la même déclinaison que ce que nous voulons faire, mais on s'y retrouvera par rapport à certains secteurs du dossier qui est annoncé aujourd'hui. Voilà, alors ce n'était pas de la provoque, je le prends avec un grand sourire quant à la délocalisation ou pas, ou à la création à certains endroits d'éléments structurants sur le territoire. Voilà, chacun, à l'endroit où il se situe, trouvera la bonne maille. Alors, attendez, comment est-ce que je fais là peut-être Pierre Simon. Pas de souci. Oui, alors c'était simplement déjà pour remercier Thierry d'avoir porté ce dossier et puis d'avoir associé aussi évidemment tous les services liés au tourisme et le LCDT, puisque ça a été un travail commun. Donner simplement peut-être mon sentiment aussi au-delà du rapport sur la nécessité qu'on s'empare tous de ce projet, qu'on ait cette vision départementale. Je pense que c'est essentiel parce qu'on le voit dans différentes thématiques, on a un territoire, un périmètre qui nous permet d'être pertinent, mais on n'est pas seul sur le territoire. Et je crois que les échanges qui viennent d'avoir lieu le démontrent.
il y a évidemment les communes et les intercommunalités, il y a évidemment les associations sportives, il y a évidemment aussi des opérateurs touristiques, il y a évidemment aussi des entreprises, enfin il y a un certain nombre d'acteurs à fédérer autour de cette politique. Donc je trouve bien que le département affiche sa politique cyclable, mais je trouve bien aussi que demain il soit un petit peu l'élément agrégateur de ce que doit être le cyclisme dans notre département. D'abord pour qu'il se développe, comme l'a très bien dit Thierry, dans tous les domaines, professionnels, loisirs, touristiques, mais aussi pour qu'on en fasse parfois des événements particuliers, pour qu'on réaffirme les choses dans ces points-là. Je pensais à l'aspect touristique. Thierry a parlé des points nœuds, je ne vous referai pas pour la 5e ou 6e fois la démonstration de la vidéo point nœud, mais je peux le faire pour ceux qui ne l'auraient pas encore eu. En revanche, si je prends la casquette CDT, c'est vrai qu'on a la question des accueils vélos, notamment dans les différents hébergements du département, auprès des restaurateurs également, où c'est une nécessité pour le touriste qui pratique le vélo, soit de manière ponctuelle, soit en itinérance, et bien d'être rassuré de la manière dont est gardé, parquer son vélo, où il peut éventuellement le nettoyer, le recharger éventuellement quand il s'agit de vélos électriques. Donc on a toute une déclinaison, comme ça a été dit, sur les collèges, mais c'est vrai sur le tourisme, c'est vrai sur le parcours maison-travail. Il y a toute une déclinaison à avoir, et je crois que c'est une politique transversale finalement à laquelle on a affaire sur la politique cyclable. Donc c'est vraiment une belle politique. Un petit mot pour dire aussi qu'elle a un lien avec notre politique agricole, puisqu'on a été labellisé pour la 2e fois vélo et fromage. Donc si on a un 3e appel à projet vélo et fromage, eh bien, le département sera candidat. On a déjà des idées de dernière boucle ou de 3e boucle. Voilà, enfin tout ça pour dire que ça nous regroupe tous, ça nous rassemble tous, donc il y a du travail. Merci Pierre. David Barbier? Merci Présidente. Moi j'aimerais juste rebondir sur un sujet connecté au débat qu'on vient d'avoir, qui est effectivement les déplacements doux, les mobilités vertes, le vélo. Le département du Doubs s'y prête bien entendu. Et puis regardez comment est-ce qu'on pourrait se l'appliquer à nous élus. Alors ça semble un petit peu compliqué concernant ceux qui sont du côté de Pontarlier, Montbéliard, ou alors il faut que je parte 3 jours avant me concernant. Mais juste pour vous dire que j'étais interloqué, c'est une remarque que j'ai faite à Annick en commission 1, de dire que la meilleure façon de préserver l'environnement, c'est de limiter les déplacements, en l'occurrence encore old school ou vieille école, c'est-à-dire en voiture nous concernant. Et pour aller dans le sens de la préservation de l'environnement et de ménager l'empreinte carbone, j'étais toujours surpris du fait qu'on tienne nos commissions, parce qu'on a des leçons à tirer du confinement. Je pense que le département du Doubs est à jour en termes de dématérialisation. J'avais une discussion avec quelqu'un de PMA qui dit, quand je vais au département, je suis toujours surpris de voir les élus qui arrivent avec leur seule tablette, alors qu'à l'agglo, effectivement, on a encore quelquefois pour certains des liasses épaisses comme ça pour le sujet du conseil d'agglo. Alors certes, on peut être un petit peu en avance, mais ça n'empêche pas d'aller encore plus loin. Et pour éviter justement qu'on ait à prendre le vélo un jour, je pense que la visioconférence pour les commissions, ça serait aussi une très très bonne idée, Madame la Présidente. Je pense que vous l'avez pratiqué dans votre ancienne vie industrielle. Moi aussi, nous sommes certains ici à l'avoir utilisé. C'était un outil de travail quotidien. Voilà. La technologie fait qu'aujourd'hui, ça marche super bien. On arrive même à prendre la main sur les documents de ceux qui sont en face avec lesquels on travaille. Et bon, je sais que je ne vais pas me faire d'amis avec mes collègues les plus âgés, même si l'âge n'est pas forcément un critère, de difficulté à l'outil numérique, mais j'ai eu quelques remarques voilà, en commission. La dernière fois, on m'a dit oui, non, mais rien ne vaut le contact. Oui, c'est sûr. Mais je pense qu'aujourd'hui, voilà, depuis ce matin, on aborde des éléments financiers. Et je pense que quand une vingtaine d'élus se font rembourser leur péage, moi le premier, mes kilomètres également, c'est quelque part une manne financière qui nous revient, entre guillemets, de droit de par notre statut ou les règlements du département, mais c'est quand même de l'argent public. De deux, l'empreinte carbone, quand on se déplace avec nos véhicules diesel ou essence, quelle que soit l'avancée technologique qui fait que les moteurs sont performants, ça fait rien, quoi qu'on en dise, on pollue. Et puis de trois, quelque part aussi, on a des journées bien bouquées, nous, élus. Donc quand on vient au département quelquefois pour 1 heure, 2 heures, 3 heures, quel que soit le temps et quelle que soit la qualité, et qu'on a 1 heure et quart fois 2, donc 2 heures et demie de route,
C'est un moment, même si pendant ce temps-là, on a tendance à vouloir passer des coups de fil, mais dans un autre sujet, Montbéliard et Besançon, ça coupe 7 fois, on le sait. Ceux qui le font, voilà, donc on n'a pas beaucoup de temps de travailler en conduisant. Mais quoi qu'on en dise, c'est une dépense de temps. Donc, c'est déconnecter du vélo, je l'entends, mais ceci dit, c'est dans une logique d'une d'économie pour les départements, d'économie de temps pour les élus que nous sommes, et de 3, de préservation de l'environnement. Madame la Présidente, je suis sûr que vous avez la pugnacité pour faire que les commissions, qu'elles soient 1, 2, 3 ou 4, CAO, etc., se passent désormais en Zoom, Hangout, Teams, ce que vous voulez, mais en tout cas, l'offre technologique est là pour que maintenant, on fasse des économies et puis on préserve l'environnement. Ce n'était pas déconnecté par rapport à ce qu'on évoque, puisqu'on est sur le sujet carbone, économie, etc. J'ai lu le compte-rendu, bien évidemment, de vos commissions. Je regarde toujours ça avec beaucoup d'attention. Le tout ou pas, vous parliez plutôt des commissions, des CAO, enfin des instances où il y a peut-être un peu moins de besoin de temps présentiel. Donc je crois qu'il faut regarder jusqu'où on peut aller, que nous ayons aussi les bons outils les uns et les autres. On a vu la limite aussi du système pendant toute cette période, ces 3 mois, avec des outils qui fonctionnaient bien, d'autres qui fonctionnaient un peu moins bien. Moi, je ne dis pas non, je ne dis pas oui globalement, je dis qu'il faut que nous travaillions ensemble le sujet pour que chacun ait la possibilité de vraiment pouvoir participer comme il le souhaite. C'est important, parce que je vous rejoins, hein, le tout vélo, oui, je ne me vois pas partir de Charquemont, je pourrais peut-être aller jusqu'à Val-d'Aon, essayer de prendre un TER là, arriver à un endroit, peut-être reprendre le tram, etc. Au vu des emplois du temps des uns et des autres, je pense que ça serait un peu complexe, mais au-delà de la boutade, c'est vrai qu'il nous faut réfléchir sur les outils de demain. Cette crise, il faut qu'elle serve. Hein. Je vous ai dit, ce n'était pas le mot fin tout à l'heure. Donc, on va regarder ce qui a bien fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, comment nous pouvons nous adapter, et puis en fonction de ça, on fera des propositions. Par contre, je pense que sur les séances plénières, je le dis comme je le pense, moi, je ne mettrai pas en place, hormis bien sûr, si par malheur nous nous retrouvons dans une situation qui n'est pas celle d'aujourd'hui, dans les quelques semaines, voire mois à venir, parce que nous aurons aussi des défis budgétaires, de planification, etc. Moi, je ne suis pas du tout opposée à un travail sur le sujet bien mené, avec les bons outils, et voir quelle configuration on peut y trouver. Peut-être que sur des réunions à thème spécifiques, la visio pourrait totalement être là, pour peu qu'on puisse bien charger les documents, etc. Il y a quand même beaucoup de choses qui marchent bien. On faisait référence à ce qui se passait antérieurement. C'est vrai qu'on n'en est plus à charger nos documents industriels la nuit, heureusement d'ailleurs, parce que je crois que c'était quand même très, très complexe. Donc oui, on va aborder tout ça, mais il faut que chacun s'y retrouve. Vous l'avez dit, on n'a pas tous la même maîtrise des outils informatiques. Alors pour moi, ce n'est pas une question d'âge. Je ne pense pas. Des gens qui sont très avertis et qui ont quelques années, à part... allez, 1 ou 2 qui sont nés avec ça, ouais, j'essaie de regarder avec beaucoup de précautions pour ne froisser personne. Le reste, voilà, après, on va y arriver, j'en suis persuadée, mais il faut donner un bon contour, si vous voulez, et ne pas en faire un objectif majeur. Il doit faire partie des éléments pour nous permettre de participer aussi à cet effort carbone. Oui, on va avancer là-dessus. Je ne vous donne pas rendez-vous pour le 6 juillet, hein, vous aurez compris que c'était... Je pèse toujours mes mots, hein. Je pèse vraiment mes mots. Vous commencez les commissions la semaine prochaine. Hein, on est bien d'accord.
est-ce qu'on peut aller au moins jusqu'aux vacances, et après on regardera ce que nous pouvons mettre en place en fonction des différentes commissions. Si c'est pour la semaine prochaine, et là je le prends sous ma responsabilité, je n'en ai pas parlé du tout aux collègues, c'est non pour les commissions, hein, on verra comment on se projette après les vacances. Voilà, hein, en tout cas on va travailler. Oh mais ça, non mais revenir à la charge, j'en ai l'habitude, vous le savez, mais je n'oublie jamais non plus ce que je dis et les engagements que je prends. Prenons le temps de regarder correctement ce que nous pouvons faire, mais je suis d'accord que sur certaines commissions ou certaines réunions, il y a beaucoup de temps perdu, d'énergie pour des fois très peu de temps ensemble, même si le plaisir est partagé, et j'ai bien lu ce que les uns et les autres ont dit dans cette commission. Oui, on a plaisir à se retrouver. Après, il faut qu'on aille au-delà de ce plaisir-là et qu'on soit le plus efficient possible. Voilà. Raphaël, pardon. Merci. Je voudrais revenir sur 3 points concernant le cyclable. Tout d'abord sur le volet associatif. Alors certes, il y a le soutien aux associations dans leurs actions au quotidien, celles qu'elles peuvent faire sur le terrain depuis déjà pas mal de temps, dont acte, mais il y a aussi l'approche qu'on peut avoir sur l'expérience et le retour de ce que ces associations ont pu faire sur le terrain. J'ai une très forte pensée pour l'AVB, Association Vélo Besançon, où je me suis rendu il y a peu à la présentation d'un programme de vélo, de réseau vélo urbain qui était vraiment très intéressant. Outre le contenu, ils se sont inspirés de techniques, d'aménagements qui se font dans les pays plutôt d'Europe du Nord et qui sont très intéressantes et qui sont vraiment un peu en rupture avec ce qu'on peut, par exemple, nous, concevoir d'un rond-point aujourd'hui dans le Doubs. Voilà, je dis simplement, hein, j'ai découvert aussi des choses, hein, j'ai été candide sur pas mal de sujets, mais là c'était vraiment intéressant et je sens qu'il y a une matière grise, il y a un jus de cerveau là dont il ne faut pas se priver. Donc le milieu associatif, voilà, c'est pas que du subventionnement, mais aussi de la reprise d'expérience et de savoir aussi mettre à côté de nous ces gens-là pour pouvoir faire un très beau réseau cyclable dans le département. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, et ça me paraît important, ça paraît être un détail, pour autant, ça peut tout de suite dimensionner le projet. On a souvent tendance à imaginer le mode doux, avec quelqu'un sur un vélo qui se déplace, sauf qu'aujourd'hui, la pratique du vélo commence à se démocratiser sérieusement pour ce qui est du milieu urbain. Mon quotidien, je le vois aussi beaucoup, et les pratiques d'utilisation, même les appareils, évoluent de plus en plus. Donc on a des petites remorques dans lesquelles on place 2 enfants derrière son vélo, ou on voit apparaître maintenant des vélos cargo où la charge est plutôt à l'avant. Ça paraît anecdotique comme ça, mais ça change tout de suite l'empreinte du véhicule sur la route, et ça tente à faire élargir les pistes cyclables. Et donc, au vu de ces nouvelles pratiques-là, il faut savoir faire évoluer notre regard sur ce qu'est une piste cyclable ou ce que va devenir une piste cyclable, et puis n'avoir en tête finalement cette ligne qu'on trace au bord d'une route déjà existante. Hein, voilà, ça c'est la réalité. Et puis la troisième chose, c'est le covoiturage. Là, il y a quelque chose à faire. Alors c'est sûr, on ne va peut-être pas demander je pense aux frontaliers par exemple, de faire le France-Suisse tous les jours en vélo, par grand temps de neige, etc. Mais il y a quelques déplacements courts où les gens se rejoignent sur des aires de covoiturage qu'on aurait possiblement aménagées, sécurisées, avec un local bouclé pour qu'on puisse mettre son vélo, et une forme d'application mobile qui pourrait faire se retrouver ces gens-là, se coordonner pour optimiser les déplacements, et là aussi réduire la facture carbone. Voilà, ça aussi, c'est un point important. Il est évoqué dans le rapport, Thierry, tu n'en as pas parlé là, mais il y avait un temps restreint, mais ça me paraît quelque chose de dimensionnant, en sachant que voilà, la presse en parlait encore il y a peu de temps. Il y a un vrai sujet intéressant là autour du vélo. Voilà, ces 3 points pour abonder le travail, et vous pouvez compter sur notre proactivité sur ce sujet-là en commission. Sur les 3 points que tu as évoqués, qui n'ont pas été rapportés stricto sensus par Thierry, mais ce sont bien évidemment des sujets qui sont dans ce rapport. Sur les modes doux maintenant, autres que le vélo classique, j'ai envie de dire, on s'est beaucoup interrogé sur la largeur, sur le calibrage, sur la place. On voit bien, on
on regarde, et puis on parle de vélo, il y a d'autres modes aussi, hein, donc il faudra regarder aussi. Donc c'est un sujet qui a beaucoup été évoqué, c'est un sujet qui va évoluer. Là, nous sommes sur un schéma des mobilités, si vous voulez, à 2020, on l'a appelé 21-26, mais il est 2026 et au-delà, au-delà des empreintes de terrain qu'il faudra, etc. Il nous a pas échappé, c'était 32 millions d'euros, hein, donc c'est vraiment sur du long terme. Sur le milieu associatif, je n'étais pas seulement sur le mode subvention, hein, j'étais simplement sur le mode oui, nous partageons, oui, nous échangeons, nous ne prenons pas, mais la politique est départementale. Hein, c'est sur quoi je voulais insister. Et puis le covoiturage, alors contrairement à ce qu'on peut penser, ça fait très longtemps que les frontaliers font du covoiturage. Moi, j'étais frontalière dans les années 80 et nous faisions du covoiturage, 5 par voiture à l'époque, et ce n'étaient pas les voitures actuelles, mais c'était du covoiturage. Et dans le cadre d'une entité que je connais bien, mais que Denis préside maintenant, donc le PTR, ce sujet-là a été évoqué il y a déjà des années, se poursuit. On a fait des réunions sur chaque territoire, là pour inciter le covoiturage, là pour, j'appelle ça un abri ou un espace pour pouvoir laisser le vélo en toute sécurité et le reprendre. Et ce sont tous des éléments qui sont dans ce dossier qui n'ont pas été explicités aujourd'hui. On appelle ça des véloparcs. Voilà, oui, simplement. Si tu veux, oui, on peut appeler véloparc. Tout dépend si on ne fait, je te reprends un tout petit peu par rapport à ça, véloparc c'est dédié à. Peut-être que nous pouvons faire autre chose à partir du véloparc, parce qu'on a aussi une autre empreinte de ce qui pourrait se faire par rapport aux sites touristiques, par rapport à des aménagements spécifiques, et bien entendu par rapport à des aménagements de voirie aussi. Hein. Tu as parlé des ronds-points, moi je le dis honnêtement, quelquefois j'ai vraiment la trouille dans les ronds-points. Je ne sais plus où il faut aller, je tiens la ligne comme il le faut, mais c'est vrai que ce n'est pas toujours très facile. Donc voilà, ce sont tous des sujets que je pense qu'on pourra largement aborder au fur et à mesure par rapport à l'avancée de notre programme et par rapport à votre travail en commission. Je ne dis pas qu'en commission, parce que c'est très transversal. Hein, vraiment une politique transversale qu'il faudra aborder dans l'ensemble des commissions, enfin me semble-t-il. Voilà. Sylvie, je crois que tu voulais intervenir. Merci Madame la Présidente. Oui, je confirme aussi, je vais dans les propos aussi de Raphaël, et puis je remercie Thierry pour ce gros travail de piste cyclable. Et je pense que la piste cyclable et aussi la marche à pied, le pédestre, doit être développée dans les communes avant, ensuite pour après générer au niveau du département. Donc au niveau Val d'Aon, j'ai demandé à mes retraités, David, de prendre le vélo. Donc voilà, et les 4 autres qui travaillent bien sûr seront plus en voiture, mais je trouve qu'il faut effectivement au niveau de la commune essayer de réduire notre dépendance, je veux dire énergétique à ce niveau-là. Et nous allons demander au mois de septembre, nous allons faire une concertation auprès des citoyens pour faire le pédibus, donc qui avait été effectivement, qui est très prisé dans les pays scandinaves. Et apparemment, certains de Val d'Aon sont très pour justement ce principe. Voilà. Donc on va essayer, je pense que chaque commune doit effectivement faire des efforts pour ensuite le reporter au niveau du département. Donc ça va dans la logique. Et c'est vrai que ce mode de circulation va obliger à changer notre pensée sur les routes et à donc aménager les routes autrement. Voilà. De toute façon, il n'est pas question d'opposer les uns les autres parce qu'il faut vraiment que nous soyons dans la cohabitation, j'ai envie de vous dire, de l'espace public. Voilà, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, il y a des choses qui sont faites et il est vrai que cette politique-là, elle se déclinera bien évidemment avec le bloc communal. Alors vous ferez à l'intérieur de vos entités ce que vous souhaiterez. Je pense qu'un aménagement de territoire,
il se fait sur un espace un peu plus large, qui peut être la communauté de communes ou les projets d'agglo là ou là, avec des boucles, j'ai envie de vous dire, beaucoup plus, comment dirais-je, spécifiques à chaque commune. On n'a pas la même largeur de voirie, on n'a pas les mêmes espaces linéaires, on n'a pas, voilà. Et ça dépend de la configuration, là où est par exemple le collège, là où sont les entreprises, est-ce qu'il y a une zone d'activité, etc. Donc ça, c'est une déclinaison qui on part large, si vous voulez, parce que je crois qu'il faut rien s'interdire pour ensuite arriver sur le territoire avec les projets qui vont bien. Voilà. Je crois que c'est comme ça qu'il faut concevoir cette politique, avec tout le pan aussi développement touristique, etc., qui engendre les manifestations, qui engendre développement de l'économie sur le territoire. Denis. Oui, je voulais juste compléter, Présidente. À ce titre-là, les EPCI, alors, sauf pour un seul, mais les autres bientôt constitués vont bientôt avoir sur la table un projet qu'on avait déjà évoqué lors d'une précédente assemblée, à savoir la loi LOM, qui est de compétence région. Et la région a gentiment refilé le bébé aux EPCI en leur disant vous devez nous faire des propositions. En gros, je veux savoir très rapidement, et notamment son premier vice-président que tout le monde connaît, qu'on ne cite plus, et qui est venu sur les territoires, dit voilà, la loi LOM va vous demander de prendre en charge, bien sûr, financièrement un certain nombre de suggestions, et vous devrez les faire remonter à la région qui sera chef de file. Donc je pense que la politique, c'est l'un des types de mobilité. Je pense que le département est attendu, et cette structuration de la politique cyclable départementale arrive au moment justement où les EPCI, alors bloc communal globalement, va devoir se positionner sur sa propre mobilité. Et comme l'a dit le président à l'instant, voilà, certains le feront à l'échelle de la commune, d'autres de la communauté de communes, d'autres du pays. Et on va avoir cette fois-ci une structuration qui va permettre de travailler, et chacun va pouvoir, ce qui peut avoir un retentissement dans le cadre des politiques PAC aussi, où je pense qu'il y aura déjà des projets un peu dans les tiroirs, même si on sait que c'est long, ces problématiques d'autorisation, d'usage, de servitude aussi, parce que c'est ça, c'est quand même de pouvoir passer. On ne passe pas toujours sur son domaine communal, on ne passe pas toujours sur son domaine départemental. On le sait déjà, et Pierre le sait encore mieux que nous, c'est déjà compliqué sur le pédestre. Ça l'est encore plus, et Christine le disait la dernière fois, il faut des années pour pouvoir tracer un certain nombre de parcours. C'est plus facile à dire comme ça, mais voilà, il faut bien commencer par une philosophie au départ, puis après se mettre élu. Toute structure confondue, on ne sera jamais trop pour faire porter des sujets aussi passionnants que celui-là. Merci Denis. Quelqu'un souhaite s'exprimer concernant ce rapport? Je crois qu'on a dit déjà beaucoup de choses. En tout cas, c'est un très beau rapport qui va être encore enrichi, mais au moins il est posé, il n'est pas figé, il y a une belle structuration, il y a des perspectives. On a parlé de 2000 km, c'est pas rien. Donc il y a vraiment des objectifs, et on va avancer tous ensemble avec cette belle politique. Je vais mettre le rapport aux voix s'il n'y a plus de prise de parole. Donc y a-t-il des oppositions, des abstentions? Écoutez, une belle unanimité pour ce rapport. Alors, le 302, nous l'avons fait, donc je passe au rapport 303, et c'est Denis. Oui, merci Présidente. On est encore cette fois-ci dans un rapport très important aussi, qui est en déclinaison du plan d'urgence que nous avons voté ce matin, et qui d'ailleurs a été salué en 3e commission pour sa créativité et sa réactivité. Et Pierre, bien sûr, complétera. Vous avez compris que je le présente parce qu'il est le président du CDT, et que pour des raisons juridiques administratives, et comme c'est en lien avec une convention de partenariat, je présente ce rapport. Voilà, vous savez que la survenue de cette épidémie en tout début de saison touristique 2020, ça a été dit ce matin, vient percuter durement cette filière, et au premier titre, les nombreux opérateurs touristiques privés qui se sont retrouvés confrontés à une perte majeure, si ce n'est pas totale,
d'un chiffre d'affaires jusqu'au début de ce mois de juin 2020 et avec des perspectives qui sont plutôt incertaines. Et ces entreprises et acteurs locaux et qui sont effectivement répartis sur le territoire sont, et je pense qu'on partage cette idée-là, le socle de l'attractivité du département du Doubs auprès des clientèles touristiques. Voilà, c'est la raison pour laquelle on a effectivement travaillé. Le département a décidé, dans le cadre de son exercice 2020, d'accorder une subvention supplémentaire de 1 550 000 au CDT, parce que c'est lui le bras armé du tourisme au département, pour que ce dernier justement mette en œuvre sans délai, alors là aussi c'est facile à écrire, plus difficile à mettre en place, mais sans délai, en tout cas le plus tôt possible, les actions de tourisme prévues dans ce plan départemental d'urgence face à la crise sanitaire, économique, sociale, bien sûr. Et il sera de deux ordres, ou plutôt portant une double ambition, permettre déjà aux acteurs touristiques, notamment aux sites et équipements, de bénéficier d'un regain de fréquentation pour les semaines et mois à venir, et passer ce cap relativement difficile de ce début d'année touristique catastrophique, on ne sait pas comment sera la fin. Et puis aussi, deuxièmement, proposer des offres à la clientèle locale et hors région pour justement inciter les touristes à venir ou alors revenir dans le département. La proposition, donc, c'était dit ce matin d'ailleurs, il y a des initiatives qui ont été conduites par l'État et par la région pour soutenir la trésorerie de ces entreprises et certaines entités à vocation touristique, mais on s'est aperçu, notamment le CDT qui ont audité de très près le terrain, que les gestionnaires des sites naturels ou des sites d'accueil touristique, notamment le parc à thème, sont pas ou peu soutenus par ces mesures. Donc il y a manifestement des trous dans la raquette et c'est pas que pour ça que le département intervient, c'est parce que c'est une politique majeure, mais en même temps il peut gommer des effets qui n'ont pas été pris en compte à plus haut niveau. Et donc le département souhaite confier au CDT cette mission de développer les modalités complémentaires de soutien. Et vous avez ainsi donc proposé déjà au CDT la mise en place et le suivi d'un dispositif opérationnel concret qui va être destiné à relancer l'activité et la fréquentation des sites touristiques qui accueillent au moins 5000 visiteurs par an. Et cela va se faire sous 3 types d'actions. Les billets doux, parce qu'il faut les nommer, doux en groupe, deuxième opération, et doux séjour, troisième opération. Voilà, vous saurez tout. Voilà, vous avez bien sûr en annexe les fiches techniques, vous avez la convention bien sûr, mais en gros la philosophie est la suivante. Billets doux, c'est la création d'un fonds d'acquisition de billets auprès des principaux sites privés de visite et d'activités touristiques, ainsi que ceux pour lesquels le département est impliqué dans la gouvernance. Donc cette opération Billets doux a 3 objectifs. Venir en appui des principaux sites privés, ainsi que ceux dans lesquels le département est dans la gouvernance, appuyer les démarches des hébergeurs du Doubs dans leurs actions de reconquête des clientèles, et enfin favoriser l'attractivité du territoire auprès des clientèles touristiques locales et de proximité. Cette action, elle vient, c'est la preuve que l'audit touristique a été global, cette action de soutien et de promotion vient en complémentarité des aides apportées directement aux entreprises, ce qu'on ne peut pas faire, on ne va pas revenir sur ce débat, par l'État et la région. C'est effectivement 135 000 billets qui seront édités, achetés par le CDT auprès des sites au prix unique de 10 € l'entrée et qui seront répartis auprès des hébergeurs pour qu'ils puissent justement faire profiter leur clientèle et les rendre ainsi plus attractives, rendre attractives leurs offres de séjour. Ce dispositif est donc doté d'une enveloppe d'1 400 000 €. Deuxièmement, c'est doux en groupe. Ça, c'est la création de séjours packagés pour les clientèles de groupe. Et ça, ce dispositif s'inscrit dans la volonté de venir en appui de l'ensemble des partenaires, des sites de visite et d'activités touristiques qui sont associés au service réceptif groupe du tourisme. Favoriser la programmation à la destination par les professionnels des voyages de groupe aussi. Et ça, c'est finalement une réduction tarifaire de 300 € au bénéfice de l'opérateur de voyage, par nuitée consommée pour tous ces jours en groupe. C'est là d'ailleurs que Pierre nous disait que la discussion, la maille n'est pas simple. Il faut bien arbitrer sur des questions précises une fois qu'on a la philosophie d'ensemble. Mais là, effectivement, réduction tarifaire 300 € par nuitée pour tous ces jours en groupe, valable uniquement pour des groupes de plus de 20 et pour tous ces jours qui incluent plusieurs prestations, visites, restaurants, hébergements, et sur une durée minimum de 2 jours et une nuit. Dispositif qui est doté de 50 000 €. Enfin, troisième dispositif, c'est une série de produits qui sont packagés pour des clientèles individuelles cette fois-ci, et c'est 12 séjours, et ça vise la mise en place d'un produit 2 jours et une nuit attractif,
très promotionnel sur la base du doux séjour, valable en semaine comme en week-end pour 2 personnes. Le principe est de poser justement de proposer des séjours pour 2 personnes avec la nuit en hôtel ou chambre d'hôte ou village vacances, le dîner comptoir, le petit déjeuner, les entrées dans 2 sites de loisirs ou musées incontournables du Doubs. Il faut aller finement jusqu'au bout. Et voilà, ce produit est adaptable sur mesure aux familles et modulable selon la durée. C'est pour ça que quand on disait qu'il faut le lancer incessamment, il faut pouvoir le temps de communiquer. Il fallait donc vite le voter déjà, avant que le CDT, après la signature de la convention, puisse urgemment le mettre en place. Et ce dispositif est lui aussi doté d'une enveloppe de 50 000 €. Voilà, j'en ai terminé, mais bien sûr, rendons à César ce qui appartient à César. Si vous voulez poser plus de questions, Pierre vous fera un plaisir de décliner, bien sûr, ce dispositif qu'il a travaillé avec ses équipes du CDT, bien sûr. Merci. Merci Denis. Raphaël? Oui, non? Qui c'est qui prend la main là? Je sais pas, vous êtes d'accord? Qui c'est? C'est toi? Puis un tout petit échange, hein, tout va bien. Oui, c'est moi. Non, on a rapidement, peut-être pas dire ça, mais on a échangé ce rapport en 3e commission. On le trouve très constructif, plutôt bien pensé pour tenter de donner un vrai coup de main aux acteurs touristiques du territoire. Voilà, donc sans sourciller, dans cette période post-Covid, d'urgence économique pour tous ces acteurs-là, on votera avec vous ce rapport, voilà, tout simplement. Merci en tout cas pour ce... Oui, c'est entre vous, je vous laisse entre vous. Il y a une chanson comme ça qui s'appelle Entre nous, vous savez. On va mettre le rapport aux voix. C'est vrai que c'est un très beau rapport. Vous avez vu l'objectif. Pierre, tu voulais peut-être... Oui, pardonne-moi. Pardonne-moi, on a tellement échangé sur ce rapport. Vas-y, je t'en prie. Je suis complètement intéressé par le rapport, intéressé dans tous les sens du terme, en conflit d'intérêts, mais aussi très intéressé. Simplement, d'abord répéter ce que j'ai dit ce matin et qu'a rappelé aussi Denis sur la complémentarité des aides. On va sur cet accompagnement des sites touristiques parce qu'ils ne sont pas accompagnés par ailleurs ou très peu accompagnés par ailleurs. Je vous le rappelle, on va sur les sites touristiques et de loisirs privés. On ne va pas sur les sites publics parce que c'est bien eux que l'on souhaite accompagner, notamment dans la trésorerie des sites de loisirs. À l'exception de 4 sites départementaux pour lesquels aussi on aura des billets doux. Ça représente donc 1 450 000, pardon. On a mis 135 000 billets dans le rapport, mais des billets doux, il y en aura aussi dans les doux séjours et dans les doux en groupe. Au final, ça sera près de 150 000 billets qui seront diffusés gratuitement. Il y a l'acquisition des billets et donc la trésorerie apportée au site. Et puis il y a la diffusion des billets qui est tout aussi importante. Parce qu'on va les diffuser de 2 manières. Une manière qui est indiquée dans votre rapport, qui est le passage par les hébergeurs, qui donc eux aussi vont bénéficier finalement 2 fois de la même subvention, puisqu'on va faire bénéficier les sites, mais on va faire bénéficier aussi les hébergeurs de cela. Et c'est quasiment les 2/3 de ces billets, donc 100 000 billets qui seront donnés aux hébergeurs. Et les hébergeurs auront ensuite à les redonner à leurs clients. C'est une manière à nous de valoriser la nuitée touristique dans notre département, une manière à nous aussi d'inciter les hébergeurs et les touristes à rester plus longtemps chez ces hébergeurs-là, et donc à gratifier éventuellement les touristes qui seront chez eux. C'est donc le double effet économique de cette action. Le 3e effet, c'est à destination des habitants du département. Et donc en parallèle de cette distribution par les hébergeurs, on aura aussi une distribution via un site internet qui permettra aux habitants du département de demander ces billets doux, d'avoir eux-mêmes des entrées gratuites dans les près de 45 sites qui seront présents, qui veulent bien participer à ce dispositif. Et on impliquera aussi les offices de tourisme qui auront aussi une quote-part, qui pourront également distribuer ces billets doux. Voilà, c'est une opération, je parle principalement de celle-ci pour commencer, qui est forte budgétairement, qui est complémentaire et qui est assez innovante, je pense, sans nous lancer des fleurs par avance, mais par rapport à ce qui se fait dans les autres départements, le retour des sites, parce que même si on attendait le vote positif, dont je ne doute pas du résultat dans les
minutes à venir, on a quand même un peu devancé le vote pour être prêt là au 1er juillet, parce que c'est de la communication, c'est de l'impression, et puis c'est l'accord de ces sites aussi. Donc les sites évidemment sont d'accord, les sites vont nous suivre, et le retour, pour revenir à ce que je disais, c'est bon, on n'a pas vu ça ailleurs encore, d'aller sur ce type de prestation. Je pense qu'au-delà de la crise économique dans laquelle on est, c'est peut-être un sujet qu'on pourra faire perdurer dans les années à venir. Si le dispositif est très intéressant et les hébergeurs et les sites ont trouvé ça pertinent, on pourra peut-être éventuellement aussi l'adapter pour plus tard. Les doux séjours et les doux en groupe, c'est la manière à nous aussi de communiquer à l'extérieur du département, en proximité du département, mais aussi dans nos destinations cibles que sont l'Île-de-France, que sont le nord du département, le nord de la France aussi, d'avoir une communication attractive en disant il y a 600 personnes qui vont pouvoir venir pour 40 € pour dormir, dîner, petit déjeuner, visiter, etc. C'est vraiment pas cher, donc on va communiquer autour de ça. Voilà ce que je voulais vous dire. Remercier aussi quand même d'ores et déjà les équipes et du conseil départemental et du CDT qui en ce moment attendent le feu vert pour envoyer à la fois au site le courrier de la présidente, à la fois à nos administrateurs du CDT qui ont validé cet avenant, je l'espère. Ils attendent notre vote positif et enthousiaste, je l'espère. Merci à vous. Avec l'ensemble des équipes pour tout le travail qui a été effectué, la pertinence aussi des propositions. Donc je vous propose qu'on puisse mettre le rapport au vote et tu pourras appuyer sur le buzz, Pierre. Donc y a-t-il des oppositions, des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie pour ce magnifique rapport qui va vraiment permettre à l'ensemble du secteur du tourisme et aux personnes qui ne pourraient peut-être pas faire certaines activités de bénéficier donc de l'aide du département via le comité départemental du tourisme. Alors, nous passons au rapport suivant. Donc, nous sommes au rapport 304 et là, je pense que vous faites... c'est toi, Pierre, hein, cette fois-ci, qui le fait, puisque tu peux, malgré ta présidence, faire rapporter. Hein. Allons-y. Alors, le rapport 304, qui est un rapport sans vote, à vrai dire, c'est pour ça que c'est moi qui le présente, est un rapport habituel et qui vous présente le rapport financier de l'association Comité départemental du tourisme. Évidemment, l'intérêt majeur de ce rapport n'est pas forcément dans les chiffres, quoique, mais plutôt dans les actions qu'on a réalisées. Bon, je pense que je ne vais pas tout vous représenter le rapport d'activité ici, simplement d'un point de vue budgétaire, puisque c'est quand même le fond de ce dossier. Vous dire que l'année 2019, puisqu'on est dans l'année 2019, a été une année riche aussi d'un point de vue budgétaire, puisqu'au-delà de la convention triennale que le conseil départemental a avec le comité départemental du tourisme, qui permet d'avoir une subvention d'1 300 000 €, que nous allons renouveler d'ailleurs pour l'année 2021. Nous avions aussi en plus un accompagnement du conseil départemental sur, là aussi, une convention, un peu comme celle qu'on vient de valider, un peu moins importante budgétairement, mais du même type, pour la mise en place d'une plateforme de perception de la taxe de séjour. Mais c'est la même chose, c'est une commande. C'est pour valider totalement et pour répondre à Rémi sur le fait qu'on n'a pas de difficultés juridiques dans ce que l'on fait. On fait des choses qu'on a déjà faites. Et donc en 2019, nous avions aussi un accompagnement financier concernant la mise en place de cette plateforme de perception de la taxe de séjour, je le disais. Au-delà de cela, donc le volume global de charges du comité départemental s'est élevé à 1 369 000 €, un chiffre d'affaires à quasiment 80 000 € et une part salariale évidemment importante pour 17 personnes à peu près à 660 000 €. Pour la première année, on est à un équilibre quasi parfait parce qu'on a un résultat net de 622 €, donc je pouvais guère fait mieux pour cette année 2019. On avait enchaîné 3 années un petit peu difficiles et une année 2018 très positive, et là on est à l'équilibre. Globalement, vous le voyez, l'analyse du département est évidemment très positive sur le CDT, qui est une association qui va bien.
je ne peux pas juger de sa gestion parce que c'est moi qui l'a fait, mais en tout cas, on se détend un peu cet après-midi, mais en tout cas, totalement équilibré. Blague à part, simplement pour rendre compte aussi des actions qui nous sont demandées. La plateforme de perception de la taxe de séjour. Vous le voyez dans le rapport, on est à 6 plus 3 Comcom qui cette fois sont dans la même plateforme de perception que nous. Je rappelle l'histoire parce que cette plateforme de taxe de perception, on avait voulu très tôt dans le mandat la mettre en œuvre pour remplacer les subventions que le département faisait aux offices de tourisme. On nous avait beaucoup critiqué pour l'arrêt de ces subventions directes du département aux offices, alors que je vois Michel qui opine du chef, mais c'était la logique puisque la région s'occupe du CRT, le département du CDT, les intercos de leur office. Néanmoins, on s'était engagé à mettre en place cette plateforme de manière à ce que les EPCI qui perçoivent l'ATS augmentent leur budget à consacrer au tourisme et donc pourquoi pas à leur office de tourisme. Il y a un vrai engagement derrière cela, un vrai accompagnement du CDT avec les Comcom, ne serait-ce que dans les simulations, ne serait-ce que dans les délibérations à prendre dans les communes et dans les intercos. Encore la semaine prochaine, 2 ou 3 Comcom, je crois, vont être rencontrés d'un point de vue technique par le CDT pour cela. Une Comcom à cheval sur nos 2 départements du Doubs et de la Haute-Saône où les perspectives sont quasiment multipliées par 8 entre la taxe de séjour perçue et celle que l'on identifie nous comme non perçue. Donc il y a un vrai enjeu derrière qui est vital pour les offices de tourisme également. Vous dire un petit mot aussi, c'est un lien, je profite simplement de ce rapport, c'est un lien entre le CDT et le conseil départemental sur les panneaux autoroutiers. C'est pas pour absolument remettre ce sujet sur la table, si cher à Raphaël. Mais Raphaël nous a posé une question en commission 3 et je tenais à lui répondre là si vous me l'autorisez, Madame la Présidente, sur l'équilibre financier et où on en était de ce projet AP2R. D'abord, sur le fond, vous dire que demain, les 2 derniers panneaux seront posés. Ça sera le Doubs Montbéliarde et le Doubs Automobile. Donc, c'est 2 panneaux qui sont dans le nord du département. Voilà, donc demain, le projet en termes d'installation sera terminé. Donc, je pense qu'on peut être content. Et d'un point de vue financier, vous dire que globalement, ce projet aura eu un coût de 507 000 €, toutes taxes comprises. Que la part du département, en termes de financement, sera de 62%. Et donc, il restera 38% à charge de nos partenaires. Les partenaires que sont la région, le département de la Haute-Saône, la Saline Royale, les EPCI, les 2 opérateurs privés visés, et puis les organisations professionnelles, ce qui signifie Chambre d'agriculture avec ses partenaires là aussi. Donc voilà l'équilibre des choses. À ce jour, les versements n'ont pas encore eu lieu de la part de ces différents opérateurs, sauf la Haute-Saône, qui nous a déjà payé en 2019. Pour les opérateurs publics, globalement, l'attente de paiement est pour le mois de juillet 2020, donc très prochainement. Pour les opérateurs privés, ce que j'ai dit en commission, mais je le redis, j'ai souhaité repousser à l'année prochaine la demande de financement compte tenu de la difficulté qu'elles peuvent avoir eue en termes de crise économique qu'elles vivent aujourd'hui. C'est en gros le dinosaure et la grotte d'Ossel. Donc je n'ai pas souhaité qu'on leur demande cette année le paiement de ces panneaux et ça serait reporté à l'année prochaine. Je pense que ça n'apparaît évidemment pas comme ça dans le plan de relance. Il n'empêche que c'est l'équivalent de 50 000 € qu'on pourrait presque ajouter, en tout cas c'est du report, qu'on pourrait presque ajouter à notre plan de relance. Voilà où on en est de cet aspect financier. Le département, lui, a déjà payé 200 000 €. Je rappelle que c'est lui le seul qui va payer à AP2R, a déjà payé 200 000 € à AP2R en fin d'année 2019. Reste donc 307 000 € à payer entre le mois de juillet de cette année et puis le mois de juin de cette année, donc ça doit être fait quasiment maintenant, et puis la fin de l'été. Voilà globalement, sans rentrer ligne à ligne de chaque Comcom, mais globalement l'équilibre financier du projet et où on en est.
Sur les autres points du CDT et de rapport d'activité, je vous engage tous à venir au mois de septembre à notre Assemblée Générale pour rentrer plus dans le détail de nos actions qui ont été nombreuses. Et vous avez reçu en ce début d'année, je crois, le doux Cartomag, qui est notre nouveau modèle de documentation qui allie à la fois les cartes et à la fois les magazines. Certains d'entre vous m'en ont fait des éloges. Vous avez dû recevoir aussi les nouveaux posters. Ça faisait 5 ans que nous n'avions pas fait de posters. Voilà, bon, ça c'est sur l'aspect communication. Vous découvrirez à la fin de cette année un nouveau site internet. Vous avez aussi validé l'adhésion du département à l'association Via Francigena, et c'est un gros travail aussi de communication autour de cet aspect-là. On est en train de monter un nouveau site pour tout ce qui est séminaires et conférences, puisque voilà, le partenaire avec lequel on travaillait a fait faillite. Eh bien, c'est le comité départemental du tourisme qui crée lui-même son nouvel outil pour les conférences et les séminaires qui auront lieu dans notre département. Donc ça sera un outil maison. On y a mis un peu d'argent aussi, mais je crois que c'est important. Moi, j'avais mis une priorité sur cette politique-là aussi. Ça représente pas mal de chiffres d'affaires, et même si, on le voit, la crise peut être pénalisante pour des villes comme Cannes qui vivent uniquement de ça, je crois que nous, dans notre département, qui est un département modeste dans la taille notamment de ces séminaires, on a encore de belles choses à faire. Voilà, de manière extrêmement rapide, je pourrais vous faire le détail de tous les hébergements que l'on a labellisés, accompagnés, le développement du label Made in chez nous qui n'arrête pas, voilà. Bon. Mais en tout cas, merci à la collectivité de soutenir cette association qui est notre bras droit, mais qui, je crois et je l'espère, donne satisfaction. En tout cas, ça satisfait son président. Merci Pierre pour ce rapport. Je sais que tu pourrais encore parler pendant des heures et des heures par rapport à ce sujet qui te passionne comme bien d'autres. Donc, Raphaël, je pense que tu as eu réponse à une question que tu souhaitais poser. Je ne vois plus de prise de parole. Donc, il n'y a pas de vote sur ce rapport. C'est une présentation qui a été faite. Je crois que vous donnez acte. Alors, nous passons cette fois-ci au rapport 305, un rapport aussi très intéressant, ambitieux concernant les transports. Et je donne la parole à Thierry. Peut juste prêter. Voilà, parfait. Bien. Donc oui, c'est le règlement du transport scolaire des élèves et étudiants en situation de handicap. Je rappelle que le département a obligation d'assurer le financement du transport scolaire des élèves et des étudiants en situation de handicap. Ça représente en 2019-2020 521 élèves qui sont transportés sur plus de 100 circuits. Néanmoins, le département du Doubs assure l'organisation du transport. Donc, il était nécessaire de présenter un nouveau règlement des transports qui fixe les modalités organisationnelles du transport des élèves, des étudiants en situation de handicap, à compter de la rentrée de septembre 2020. Donc, il y a différentes dispositions qui sont exposées. Donc, la première, c'est une clarification de la notion d'ayant droit, qui sont soumis à l'avis de la MDPH. Il est aussi notifié la notion de domicile pour être éligible. Donc, il faut que l'élève soit domicilié dans le Doubs ou que sa famille d'accueil soit domiciliée dans le Doubs. Il est aussi stipulé que la distance en dessous de laquelle le département ne prend pas en charge le transport est ramené à 1 km au lieu de 3, puisqu'il y avait de nombreuses dérogations qui étaient faites avant, donc autant que ça soit fait dans le règlement. Et donc, le département maintient l'organisation du transport. C'est via des minibus avec 4 lots sur 4 territoires du département. Il a aussi été établi une charte de bonne conduite définissant 5 attitude vertueuse, d'une part de la part du chauffeur et bien sûr de la part des usagers. Elle a été actualisée et jointe au nouveau règlement. Et
il a été aussi établi un remboursement de frais auprès des familles à titre exceptionnel et dérogatoire pour prendre en charge elles-mêmes le transport de leurs enfants avec remboursement sous la forme d'une indemnité kilométrique forfaitaire, quel que soit le mode de transport choisi, et avec un barème plus favorable que le traditionnel barème des impôts. Donc voilà les principaux sujets de modification du règlement du transport scolaire des élèves et étudiants en situation de handicap. Merci Thierry. Je pense que ce rapport, qui est un beau rapport, ne pose pas de questions. C'est aussi bien d'établir une politique par rapport à des dérogations à l'infini, me semble-t-il, et on est quand même beaucoup plus attentif encore que ce que nous l'avons été avant par rapport aux différentes définitions. Si vous en êtes d'accord et qu'il n'y a pas de prise de parole, je vais le mettre aux voix. Donc, y a-t-il des oppositions, des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Je vois que j'ai manqué quelques devoirs en début de séance de reprise en voulant prendre le rapport 304 d'emblée au lieu de passer au 301, mais je pense que vous êtes tous au courant par vos groupes respectifs par rapport au pouvoir que vous avez. Donc je rappelle, Philippe Alpi à Michel Le Toublon, Béatrix Loison. Oui, mais au début du rapport, jusqu'à son arrivée, qui a été pris en compte donc par le... Je ne sais pas où elle est, Marie, je ne sais plus. Béatrix Loison à moi-même, Philippe Claudel donc à Magali, comme ce matin, Marie-Laure Dalphin à Michel Viennet et Alain Marguet à Thierry Vernier. Voilà. Et la secrétaire de séance, donc ce matin était Béatrix Loison et cet après-midi, donc je propose Jacqueline, qui était d'accord, et vous aussi, je vous en remercie. Alors, nous passons, cette fois-ci, nous sommes à 4e commission. Le rapport 405, Philippe. Alors, il s'agit de prendre acte des actes réalisés par la présidente depuis la dernière assemblée et conformément... Pardon ? Regarde, ton micro est de l'autre côté. Ah oui. Excuse-moi. Donc, il faut que l'Assemblée prenne acte des marchés et avenants réalisés depuis la séance du Conseil du 17 février 2020, des opérations financières relatives aux emprunts et lignes de trésorerie réalisées toujours depuis le 17 février 2020, et enfin à l'ensemble des affaires pour lesquelles une action en justice a été engagée ou clôturée depuis le 17 février 2020. Merci Philippe. Si vous n'avez pas de questions, dont acte, puisque le rapport n'est pas soumis au vote. Donc nous passons au rapport suivant, le rapport 406. C'est Florence qui va nous le présenter. Merci Madame la Présidente. Donc le rapport 406 concerne le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel des ingénieurs en chef territoriaux. Donc le RIFSEP, nous l'avions validé sur tous les principes qui composaient le RIFSEP lors de la session budgétaire de décembre 2017, et depuis nous avons intégré un certain nombre de cadres d'emploi qui à l'époque ne pouvaient pas relever du RIFSEP. Il s'agit aujourd'hui d'une démarche identique suite à la modification qui a été apportée le 27 février 2020 et qui permet aujourd'hui donc de pouvoir faire bénéficier du RIFSEP un certain nombre de cadres d'emploi. Donc, je ne vous ferai pas lecture de toute la liste des cadres d'emploi concernés puisqu'ils sont plutôt nombreux, en tout cas pour la modification qui est celle que nous devons valider aujourd'hui. Et c'est donc les modalités du RIFSEP, comme nous l'avons validé en décembre 2017, ont été soumises au comité technique des 30 novembre et 1er décembre 2017. Donc, il s'agit aujourd'hui d'intégrer de nouveaux cadres d'emploi, tout simplement, suite à l'apparition du décret. Je pense que tout le monde est favorable à ce rapport, donc pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie à l'unanimité. Donc le rapport suivant, Flo, tu poursuis. Donc le rapport 407 concerne l'évolution et l'adaptation des postes au sein de la collectivité. Donc c'est une forme de rapport que nous avons régulièrement et qui fait part des transformations de postes qui passent donc par des suppressions et des créations corrélatives qui correspondent au mouvement de personnel, aux évolutions de carrière, aux ajustements des missions exercées.
Et donc il s'agit simplement d'adapter les moyens aux évolutions de la collectivité et au fonctionnement des services, avec aujourd'hui la présentation de 21 transformations de postes. Donc ces transformations de postes ont été présentées au comité technique des 30 janvier et du 28 mai 2020. Et puis en deuxième partie de ce rapport, nous avons aussi une adaptation des moyens au niveau de la protection de l'enfance. Donc cela a été évoqué ce matin par Odile dans le cadre de la présentation du plan d'action pour l'enfance, où au vu de l'évolution des flux de prétendants au statut de MNA et des jeunes reconnus mineurs et confiés au département de l'aide sociale à l'enfance, des renforts sont apparus nécessaires pour diminuer globalement le nombre d'enfants suivis par chaque référent éducatif dans les directions territoriales, accompagner les assistants familiaux sur leur premier accueil et mieux suivre les situations complexes et assurer un accompagnement de proximité aux assistants familiaux, et puis également d'assurer une plus grande cohérence des différentes missions exercées par les professionnels de la direction enfance, famille et des territoires. Donc il est proposé la création de 6 postes, avec 2 postes qui relèvent de la filière administrative et 4 postes qui relèvent de la filière médico-sociale. Donc je n'en dirai pas plus puisque Odile a fait la présentation ce matin du plan qui concerne l'enfance-famille, du plan d'action. Merci Florence. Je ne vois pas de prise de parole. Donc je propose de mettre le rapport aux voix. Opposition, abstention, à l'unanimité, je vous remercie. Nous poursuivons avec le versement de la prime exceptionnelle, Florence. Donc le rapport 408 concerne le versement d'une prime exceptionnelle. Comme cela a été dit ce matin, notamment dans le discours liminaire, la collectivité départementale est un acteur important dans cette période de crise sanitaire Covid-19, que ce soit au titre de la continuité du service public dans le cadre de ses missions et d'autre part par la fourniture de protection individuelle, notamment de masques. Donc, conformément au décret du 14 mai 2020 qui donne la possibilité aux collectivités territoriales d'attribuer une prime exceptionnelle au personnel ayant été soumis à des suggestions exceptionnelles dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19 pour assurer la continuité des services publics, le département souhaite apporter une reconnaissance aux personnels qui ont été particulièrement mobilisés sur la période du 16 mars au 11 mai dans cette période de crise sanitaire, avec un recensement des personnels concernés qui est effectué au plus près des directions et des services sur la base d'un certain nombre de critères qui sont énumérés dans le rapport, avec notamment des fonctions support assurées dans des délais contraints qui ont permis aux services de fonctionner en sécurité, de la disposition 7 jours sur 7 hors les dispositifs d'astreinte, des agents volontaires pour aller renforcer des équipes comme l'équipe du CDEF par exemple, et puis un certain nombre d'autres critères, avec notamment le fait d'avoir pu jouer un rôle ressource pour assurer, soutenir la continuité et la reprise d'activité, et puis également les agents qui ont été particulièrement sollicités en présentiel. Et cette prime sera allouée sur la base de 1 000 €, quels que soient les métiers et grades des agents, avec un prorata au taux de rémunération des agents concernés. Et cette prime s'adressera aussi bien aux titulaires qu'aux contractuels, qu'ils relèvent du droit public ou du droit privé, et concernera les personnels du département, de la MDPH et du CDEF, avec une enveloppe dédiée qui se monte à 800 000 € et qui a fait l'objet d'une inscription en DM1 que nous avons vue ce matin. Le rapport a été... Pardon, David. Juste une question, il n'y a effectivement pas d'âge pour ne pas comprendre certaines choses. Il fallait bien que je vous taquine un peu. Je ne comprends pas proratiser au taux de rémunération de l'agent. C'est une prime 1 000 € et c'est proratisé au taux de rémunération. Alors ce matin, on a évoqué au niveau de la prime qu'elle serait proratisée par rapport au temps de travail des agents, et le temps de travail des agents quand un agent est à temps partiel. Par exemple, quand un agent est à 80%, sa rémunération est à 86%. Donc c'est pour cela qu'on a cette notion de prorata au taux de rémunération. Donc c'est par rapport au taux de rémunération perçu par chaque agent concerné au sein de la collectivité. Oui, indirectement, pour proratiser au temps de présence, au temps de travail, au temps d'action, quoi. Oui. Hein? D'accord.
peut tous être fiers du travail de l'ensemble de nos agents de la collectivité et voter ensemble ce rapport. Donc il n'y a pas d'opposition, pas d'abstention, à l'unanimité. Je vous remercie. Nous poursuivons avec les assistants familiaux, donc ces agents qui ont été toujours aussi présents et sollicités pendant cette période difficile. Donc là, il s'agit de l'évolution de la rémunération des assistants familiaux dont le statut a été révisé en 2015 et qui relèvent d'un statut particulier et complexe qui relève à la fois du Code de l'action sociale et des familles et du Code du travail, ainsi que du statut des agents contractuels de la fonction publique territoriale. Donc, la rémunération des assistants familiaux employés par le département est fixée par délibération et un groupe de travail qui a déjà été évoqué par Odile ce matin lors de la présentation du plan d'action enfance-famille a été mis en place en juin 2019 et s'est réuni à plusieurs reprises. La démarche engagée répond à deux objectifs: clarifier les éléments de rémunération des ASFAM, proposer des modalités qui permettent de répondre au mieux à la diversité des situations rencontrées avec l'objectif d'atténuer l'impact que peuvent avoir les départs d'enfants sur la rémunération des personnels. Les propositions qui font l'objet de ce rapport ont été présentées au comité technique le 28 mai dernier. Les modalités définies dans l'annexe 1 permettent de préciser les rémunérations des assistants familiaux, qu'il s'agisse de la période de stage préparatoire à l'accueil du premier enfant, de la période de prise en charge d'enfants, de la période d'attente d'enfants confiés ou de la période suivant le départ d'un ou plusieurs enfants. Plusieurs éléments composent la rémunération des assistants familiaux. La rémunération de base, qui est composée d'une part fonction globale, qui correspond à 54,5 SMIC horaires, et d'une part accueil, qui est fonction du nombre d'enfants accueillis. Cette rémunération de base est versée mensuellement. Le taux de suggestion pour l'accueil de mineurs nécessitant des soins particuliers ou une éducation spéciale correspond à une majoration calculée en fonction de l'importance des troubles de l'enfant accueilli selon un barème à 3 niveaux. Cette majoration est définie lors de l'arrivée de l'enfant, révisable chaque année en fonction de l'évolution des troubles de l'enfant et est versée annuellement à échéance du 31 décembre. Les indemnités qui correspondent à diverses allocations dont les montants sont précisés dans l'annexe 2 est révisable annuellement au 1er janvier en fonction de l'augmentation de l'indice des prix à la consommation. Les rémunérations de base sont fonction du type d'accueil des mineurs, accueil continu, accueil intermittent, accueil séquentiel et exprimé en SMIC horaire. Ce rapport fixe également les indemnités d'attente pour les ASFAM. Afin de limiter l'impact de départ d'enfants à la demande de la collectivité sur la rémunération des assistants familiaux, il est proposé de maintenir l'intégralité de leur rémunération alors qu'auparavant la rémunération était maintenue à hauteur de 80%, ceci sur une période de 4 mois. La démarche collégiale du groupe de travail a permis l'aboutissement de la volonté départementale de simplification, de lisibilité et de compréhension dans le respect des cadres réglementaires relevant des codes énoncés en début de présentation, en prenant en compte la diversité des situations rencontrées par les assistants familiaux. Il est demandé aujourd'hui à l'Assemblée de fixer, à compter du 1er juillet, la rémunération et les indemnités des assistants familiaux selon les modalités figurant en annexe 1 du présent rapport et les indemnités versées aux assistants familiaux liées à l'accueil des enfants et des jeunes majeurs selon les modalités figurant en annexe 2. Merci Florent. Je pense que sur ce rapport-là aussi, une belle avancée pour reconnaissance à nos assistants familiaux. Je crois que ça n'a pas posé de soucis en commission, donc je vous propose de mettre le rapport aux voix. Opposition, abstention. Oh, pardon, Martine, excuse-moi. Oui, en même temps, c'est pas tout à fait, c'est à la fois en lien et pas avec le rapport. Vous l'avez dit, votre grand souci de prendre en compte l'enfance. Moi, j'ai une question qui est un peu hors sujet, mais je saisis l'opportunité de ce rapport. En 2012, le département avait été labellisé département ami des enfants par l'UNICEF. Je sais que pour ce qui est des communes, des villes amies, il faut absolument renouveler la labellisation qui prend fin à la fin de cette année. Est-ce que c'est la même chose pour le département et est-ce qu'une démarche est entreprise dans ce sens? Je pose la question là parce que voilà, ça ne dépend pas de ma commission et je pense que ce rapport sur l'enfance, c'est un petit peu l'opportunité. Mais même si la réponse n'est pas immédiate, voilà. Je vous donnerai la réponse. Je t'avoue qu'ici, je ne peux pas donner la réponse sûre. Donc, on vous la donnera la semaine prochaine, le 6 juillet, puisque nous nous retrouvons en commission permanente.
Est-ce que j'ai mis le rapport aux voix? Oui, hein, je crois. Bon, donc il n'y a pas de souci. Donc nous abordons le dernier rapport, non, l'avant-dernier. L'avant-dernier, le 410 avec le pôle muséal Courbet pour la programmation des travaux. Florence, tu poursuis. Donc, concernant ce site emblématique qu'est le pôle muséal Courbet, des travaux ont eu lieu en 2019 dans le cadre de la préparation du bicentenaire de la naissance de Gustave Courbet pour renforcer les installations de génie climatique du musée. Les travaux à venir font corps avec le prochain projet scientifique et culturel et contribueront à faire du pôle muséal Courbet un pôle de référence culturelle et scientifique, tant sur un plan national qu'international. Il s'agit de finaliser la restauration de l'atelier, de conforter définitivement la fonctionnalité ainsi que les installations techniques du musée et de valoriser le potentiel de la maison Marguier acquise par le département en 2018. Au-delà de l'adaptation du parcours muséal, de l'amélioration de l'éclairage des salles d'exposition, de la valorisation de la librairie, de la valorisation du patrimoine historique en collaboration avec la DRAC et de la pérennisation des conditions optimales de conservation des œuvres avec la modernisation des installations de distribution hydraulique et aérolique, ainsi que des centrales de traitement d'air, ces travaux permettront de dédensifier les espaces dédiés au personnel. Au terme des travaux, cela permettra l'utilisation de l'ensemble des locaux avec les fonctions suivantes: accueil général, exposition permanente et temporaire, librairie, administration du musée, sécurité, maintenance de premier degré et réserve étendue sur le site du musée. Résidence d'artistes sur la partie atelier avec un hébergement organisé dans les combles de la maison Marguier. Activités de médiation, conférences et animations culturelles se dérouleront dans l'atelier de Juliette qui deviendra accessible depuis l'intérieur de la maison Marguier. Centre de documentation donnant accès à des ressources numériques, espaces de travail et espaces de stockage et de consultation trouveront place au rez-de-chaussée de la maison Marguier. Conservation et espaces bureaux trouveront leur place à l'étage intermédiaire de la maison Marguier et l'espace de restauration et de convivialité pour les agents qui sera conforté à l'arrière de la maison Marguier avec la réalisation d'une extension sous la forme d'une véranda. Ce projet d'envergure nécessite une adaptation des programmes de travaux initiaux avec des ajustements intégrés dans la décision modificative numéro 1 de ce matin, sur la base des coûts prévisionnels actualisés à 2 760 000 € pour le musée et 4 870 000 € pour l'ensemble atelier Maison Marguier et son projet de restauration, réaffectation et requalification. Ces montants comprenant des réalisations déjà effectuées en 2019 à hauteur de 1 220 000 € dans le musée et 1 130 000 € pour l'espace atelier Maison Marguier. Les travaux doivent débuter sur les deux sites à l'automne 2021 pour une réouverture du pôle muséal pour l'été 2021. À l'automne 2020, pour une réouverture du pôle muséal pour l'été 2021. L'ensemble des équipes a été concerté dans le cadre du plan d'accompagnement organisationnel établi et présenté en comité technique le 28 mai dernier. Celui-ci se décline en 3 volets: la professionnalisation des équipes avec des parcours de formation, l'adaptation des missions et le soutien aux projets professionnels avec des repositionnements temporaires définis avec les agents. Il s'agit aujourd'hui d'approuver le programme de travaux tel que présenté pour permettre au pôle muséal de rayonner pleinement avec tout son potentiel, que ce soit sur le site du musée Courbet ou sur le site Atelier Maison Marguier. Merci. Merci Florence. Rémi? Oui, le rapport en lui-même ne nous pose pas beaucoup de problèmes. Simplement, la question que j'ai évoquée lors de la commission, c'est donc le rôle qu'a le nouveau directeur, enfin nouveau conservateur, puisque c'est le titre qu'il porte, donc tout jeune, impeccable, tout va bien, ça nous convient. Le fait qu'il ait à établir le projet scientifique nous convient bien également, puisqu'on nous a confirmé que la précédente n'avait pas fait le travail, donc dont acte. Simplement, il semble que la conservatrice actuelle ne parte que dans 1 an, et on se dit quand même qu'en plus en période de fermeture, on a vraiment des moyens pour pouvoir s'offrir 2 directeurs pendant encore 1 année sur ce musée Courbet. Ça nous paraît un tout petit peu excessif. Simple remarque. Je crois que vous avez eu les réponses en commission, me semble-t-il. Toutes les explications ont été données.
je vous laisse le soin de vos propos, là, parce que... Oui, mais malheureusement, tout est enregistré, donc vous imaginez bien que je ne répondrai pas... je ne répondrai pas à cela. Tu voulais répondre? Non? Voilà. Oui, un musée qui va être fermé, mais qui va avoir d'autres horizons quand même peu de temps après, hein, et qui nous permettra quand même, vous l'avez compris, hein, le rôle d'acquisition aussi, les expos à préparer, puisque malheureusement cette année on n'a pas pu faire ce qu'on souhaitait. Il y a quand même pas mal de choses à refaire et voilà, le PSC, vous l'avez bien compris, ne pouvait pas être porté par quelqu'un qui partait rapidement, et vous avez bien compris aussi ce qui s'était passé avec le passage de la conservatrice. Voilà. Ludo, tu voulais ajouter quelque chose? Oui? Vas-y, vas-y. Attends, excuse, vas-y. Par rapport aux éléments que j'ai pu apporter lors de la commission, et pour être encore un peu plus précis aujourd'hui, il faut simplement aussi préciser que le poste administratif aussi de catégorie A, qui est porté par Madame Bayard, aujourd'hui n'est pas remplacé. Donc en matière de personnel, il n'y a pas un surcoût forcément si important que ça. Je pense que c'était aussi important de pouvoir le rappeler. Et puis que la présence de 2 conservateurs, c'est quand même aussi un élément important au regard du projet et de l'ambition du projet et de l'écriture donc du PSC, et puis aussi surtout des partenariats qui sont en train de se renforcer avec Orsay, et puis les institutions aussi qui contribuent à la notoriété du musée. Donc d'un côté personnel, on va dire, il y a quasiment pas de dépenses en plus. Alors, bien sûr, hein, c'est pas la même rémunération. Hein. Là-dessus, on est d'accord entre un conservateur ou éventuellement un catégorie A. Néanmoins, un catégorie A, aujourd'hui, Madame Bayard, qui n'est pas remplacée. Donc, ça, je pense que c'était aussi important à porter à votre connaissance. Je n'ai pas pensé de l'évoquer. Le nouveau directeur a vraiment un fonctionnement très différent. Ça fait partie des nouveaux directeurs qui sont formés maintenant pour diriger un pôle tel que celui-ci ou un autre, hein, bien évidemment. Voilà, moyennant ces explications, je vais passer au vote. Donc, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Écoutez, merci pour cette belle unanimité. Et cette fois-ci, le dernier rapport, donc le rapport 411, c'est Jacqueline? Madame la Présidente, il s'agit donc de 2 garanties dérogatoires, 2 garanties d'emprunt dérogatoires. Donc la première concerne l'EHPAD Alexis Marquiset à Mamirol, qui a décidé de construire une chaufferie bois avec réseau de chaleur en remplacement de 3 chaudières fuel datant de 1976. Donc là, en principe, la demande était partagée avec Grand Besançon Métropole, mais par rapport à leur règlement, il n'a pas été possible de répondre favorablement. C'est pourquoi la garantie du département est sollicitée à hauteur de 100%, donc par dérogation au règlement départemental d'attribution des garanties d'emprunt. Précision étant faite que suite donc à l'ordonnance du 1er avril 2020, Madame la Présidente avait répondu favorablement à cette demande, et que cette garantie s'inscrit dans l'enveloppe de 6 millions votée par l'Assemblée lors de sa réunion budgétaire de décembre 2019 au titre des garanties d'emprunt accordées aux organismes à vocation sanitaire et sociale. Voilà pour la première demande de garantie. La deuxième concerne le SMICS doux très haut débit, avec une demande de garantie d'emprunt pour donc la Banque Postale. Vous avez le détail du prêt, là aussi à titre dérogatoire, mais nécessaire pour poursuivre donc le déploiement. Ce même règlement donc il limite le taux en principe de garantie à 50%, mais la garantie peut être accordée à hauteur de 100%, puisque ça répond également à nos prérogatives, et cette garantie s'inscrit dans une enveloppe de 2 millions votée par l'Assemblée lors de sa réunion budgétaire de décembre 2019 au titre des garanties d'emprunt accordées en 2020 aux organismes divers d'intérêt général, et qui fait l'objet d'une demande d'inscription de crédit complémentaire de 6 millions dans le cadre du vote de la décision modificative numéro 1 de 2020, portant ainsi l'enveloppe à 8 millions. Donc vous trouverez tout le détail de la convention à intervenir entre le département et le syndicat.
Merci Jacqueline. Pas de questions, remarques concernant ce rapport, donc je le mets aux voix. Opposition, abstention, à l'unanimité. Écoutez, nous arrivons à la fin de nos travaux. Je voudrais vraiment saluer la qualité de nos travaux ce soir, cet après-midi, ce matin. Je crois qu'on a vraiment fait une belle démonstration de ce que pouvait être l'Assemblée départementale dans sa réactivité, dans sa façon de faire les choses. On répond aux besoins de nos populations dans des circonstances assez exceptionnelles. Vous remercier pour la belle unanimité sur le plan de relance. Regretter que nous n'ayons pas pu aller en direct sur les aides directes et économiques. Je crois qu'on le partage tous ici, mais avouons que nous avons trouvé de belles solutions pour répondre à ces demandes et faire vivre l'économie sur le territoire, au-delà aussi, et répondre à l'attente donc des agents, des associations, de nos collaborateurs des différentes instances. Et c'est vrai que le vote de la DM1 à l'unanimité, Rémi l'a souligné, plutôt inhabituel. Moi, je suis vraiment très heureuse que nous ayons pu nous retrouver. Oui, j'ai bien compris que ça ne serait pas une habitude. Hein. J'ai bien compris les propos de ce matin, mais en tout cas, c'est très intéressant de pouvoir valider une DM1 qui a affaire notamment au plan d'urgence. Donc, bien évidemment, dans l'avenir proche, hein, nous allons travailler à nouveau avec le bloc communal. On n'a jamais cessé de travailler avec eux, mais il y a eu un peu cette interruption puisque les conseils municipaux ne sont pas tous encore en place et encore moins donc les intercos et les agglos. Donc on reprendra nos causes de revoyure. Hein, je l'avais indiqué bien avant ces événements. Je ne présumais pas qu'il y aurait eu un événement tel que celui-ci. Donc dès fin août, début septembre, hein, on reprendra notre rythme de travail. D'abord, comme nous le faisons tous dans nos cantons respectifs, la rencontre avec les nouveaux maires ou les anciens nouveaux qui ont été réélus en fonction des configurations, toujours pour poursuivre notre programme CAP 25 et PAC 25, en tout cas dans le domaine du bloc communal. Je voulais vous informer aussi que demain, nous signerons donc avec le directeur de la Caisse des dépôts et consignations. Alors nous irons à Consolation, je vais vous dire pourquoi. On va signer donc un important prêt avec la Banque des Territoires pour 7,590 millions, la Banque Postale pour 6 millions et le SMICS, bien évidemment, avec son président Denis et notre VP au numérique. Voilà. On aurait pu signer ça à Besançon, à Montbéliard. On a souhaité, et c'est surtout le président qui en a eu l'initiative, expliquer à la Banque des Territoires jusqu'où nous allions. Et j'ai envie de vous dire que Consolation, je ne sais pas si vous connaissez les uns et les autres le site, on est vraiment, quand on est à Conso, on est à Conso. Hein, c'est vraiment un site particulièrement riche, je veux dire, au niveau patrimonial et culturel et cultuel, puisque c'est d'abord un site cultuel au départ. Et donc, voilà, c'est pour expliquer aussi ce que le syndicat mixte a fait depuis le départ, hein, l'intention d'irriguer tous les territoires. Et je crois que cette crise qui nous est arrivée nous donne raison sur ce que nous avons projeté, alors initié, et puis renforcé donc, par rapport au nouveau schéma départemental d'aménagement numérique. Je pense qu'on reparlera un petit peu de l'environnement. On nous annonce un été très chaud. Donc, je pense que ça soit forêt, prairies, rivières, habitants, animaux, et dans le domaine de l'eau, nous aurons sûrement à nouveau à nous préoccuper. Je sais qu'il y a un groupe de travail qui va se réunir très rapidement concernant le domaine de l'eau. C'est un sujet qui nous préoccupe tous et c'est vrai que ça va sans doute être encore compliqué. Et puis, pendant que j'y pense, je voulais vous annoncer dès aujourd'hui, mais vous allez recevoir une invitation. Je vous avais dit que nous partagerions ensemble les projets sur le SMMO, donc à Métabier.
Donc nous nous rendrons sur le site, donc je crois que c'est le 26 août, voilà, le 26 août à Métabier. Vous aurez bien sûr une invitation, on partagera sur les sujets, voilà, que se passe-t-il sur les autres stations, le climat, les investissements, avec donc l'ensemble des élus, hein, on parle bien de l'ensemble des élus. Ça se poursuivra bien sûr, vous êtes dissipés, hein, la réunion n'est pas tout à fait terminée, donc ça se poursuivra bien sûr au sein de la 3e commission après, mais je pense que c'est un sujet qui doit être partagé avec l'ensemble des conseillers départementaux, quel que soit leur lieu et leur canton respectif. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Remercier encore une fois l'ensemble des collaborateurs du département et des structures avec qui nous avons travaillé. Il y a eu un travail remarquable. Personne n'a ménagé sa peine. Vous aussi, chers élus, je sais que vous avez été là. Nous avons pu largement échanger. Et puis, comme je vous le disais en préambule, pour moi, rien n'est figé. S'il faut revenir devant l'Assemblée parce qu'il y a des choses à modifier, nous le ferons ensemble en toute transparence comme nous l'avons fait aujourd'hui. Et puis je vous donne donc rendez-vous pour le 6 juillet en présentiel pour la commission permanente. Merci beaucoup.